Sur le bureau de Jacques Dubois, directeur des risques chez l'Assurance Étoile, une enveloppe blanche trône comme une bombe à retardement. Le logo d'Air France scintillant sous la lumière tamisée de son bureau parisien, un défi silencieux. En 30 ans de carrière, Jacques a vu défiler des milliers de rapports d'incidents, des réclamations mineures aux crises majeures. Mais cette lettre, arrivée discrètement parmi le courrier du lundi matin, déposée par sa secrétaire Agnès, semble porter en elle le pouvoir de faire vaciller une relation d'assurance de 500 millions d'euros, tissée avec soin sur 3 décennies. Il passe une main lasse sur ses tempes grisonnantes, où les premières mèches argentées trahissent les années de nuit blanche à jongler avec des décisions aux enjeux colossaux. La migraine qui pulse derrière ses yeux s'intensifie à mesure qu'il relit les premières lignes du document, une plainte formelle qui dépasse le cadre d'un simple désagrément de voyageur. « Appelez Étienne Lefebvre chez Air France », ordonne-t-il à Agnès d'une voix ferme, masquant le tumulte qui l'agite, et annulez mon après-midi. Cette décision, bien que lourde de conséquences financières, s'impose à lui avec une clarté presque brutale, une simplicité dévastatrice face à l'ampleur des chiffres en jeu. Quelque chose dans cette enveloppe menace non seulement une alliance commerciale, mais aussi l'équilibre d'une confiance bâtie sur des années de collaboration sans faille. 3 mois plus tôt, à l'aéroport Charles de Gaulle, sous le balai incessant des voyageurs pressés, le docteur Amélie Laurent, cardiologue afro-française de 57 ans, se frayait un chemin à travers le terminal 2E, une valise à roulettes dans une main, une mallette médicale noire, ornée d'un discret caducée, serrée dans l'autre. À son âge, Amélie conserve une énergie presque juvénile, forgée par 28 années d'appels d'urgence qui ont sculpté son corps et son esprit comme ceux d'une athlète aguerrie. Chaque pas dans le terminal bondé est précis, calculé, une chorégraphie apprise dans le chaos des aéroports internationaux. Un message urgent de l'hôpital Mount Sinai à New York résonne encore dans son esprit. Son collègue, le docteur Thompson, est indisponible pour une chirurgie cardiaque complexe prévue le lendemain matin. Un garçon de 15 ans, Lucas Dupont, attend une procédure rare, une réparation de valve aortique qui ne peut être reportée sans risque mortel. L'administrateur de l'hôpital, avec l'efficacité froide des bureaucrates new-yorkais, a orchestré son départ sur ce vol de dernière minute, promettant une voiture à l'arrivée pour la conduire directement à l'hôpital. Amélie calcule mentalement, juste assez de temps pour revoir les dossiers médicaux ce soir, préparer l'opération et être prête à opérer à l'aube. Le haut-parleur grésille. Dernier appel pour le vol Air France 234 à destination de New York. Départ de la porte Evinck 2. Elle accélère, son souffle court mais contrôlé, ignorant la fatigue qui commence à peser sur ses épaules. À la porte Evinck 2, un jeune agent d'embarquement, Pierre Martin, à peine sorti de l'adolescence, fixe son écran d'ordinateur avec une concentration feinte. Son badge brille sous les néons, révélant un visage impassible, presque mécanique. « Madame, vous devez enregistrer cette deuxième valise en soute, » dit-il, sans lever les yeux. L'espace en cabine est limité, et nous sommes en phase d'embarquement final. Amélie, légèrement essoufflée par sa course à travers le terminal, pose sa mallette sur le comptoir avec précaution. Cette mallette contient des instruments médicaux essentiels pour une chirurgie d'urgence demain matin à New York, explique-t-elle, sa voix calme mais ferme. Je suis cardiologue, et ces instruments ne peuvent pas être mis en soute. Pierre lève enfin les yeux, son regard glissant rapidement sur Amélie, notant sa silhouette élégante mais fatiguée, puis s'arrêtant sur la mallette noire, dont le caducée discret semble presque invisible à ses yeux. « Désolé, madame, mais c'est la politique, » répond-il, son ton monocorde. Le vol est complet, et nous devons respecter les règles. Enregistrez la mallette ou prenez un autre vol. Amélie sent une tension familière monter en elle, non pas l'angoisse de rater son vol, mais une reconnaissance amère, un sentiment qu'elle a appris à identifier au fil des décennies. En tant que l'une des rares femmes noires cardiologues de sa génération, elle a souvent affronté ces moments où un regard, une hésitation, une barrière invisible se dresse devant elle, comme si sa présence, son expertise, son autorité étaient mises en doute avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche. À ses côtés, Sophie, une infirmière de 35 ans qui l'accompagne pour assister à l'opération à New York, tente d'intervenir. « Monsieur, c'est vraiment important », insiste-t-elle, sa voix tremblant légèrement d'indignation. Cette mallette contient des instruments calibrés pour une chirurgie pédiatrique. Une vie en dépend. Pierre hausse les épaules, son regard revenant à l'écran. « Madame, je ne fais que suivre les règles. Vous pouvez parler à l'équipage à bord, mais il faut décider maintenant. » Derrière Amélie, un soupir impatient s'élève d'un passager dans la file, un homme d'affaires en costume pressé de monter à bord. La pression converge comme un étau, l'urgence de l'opération,
les regards des autres voyageurs, l'attitude inflexible de Pierre. Amélie calcule rapidement ses options. Le prochain vol ne la mènerait à New York qu'au petit matin, trop tard pour se préparer adéquatement pour la chirurgie. Je parlerai à l'équipage, décide-t-elle, passant devant Pierre pour rejoindre la passerelle d'embarquement. Dans sa carrière, elle a appris que parfois, il vaut mieux demander pardon que permission, surtout quand une vie est en jeu. À bord de l'Airbus A350, Amélie est accueillie par Claire Dubois, une hôtesse au sourire professionnel mais figé, dont le badge scintille sous les lumières de la cabine. « Bienvenue à bord, madame. Laissez-moi trouver une place pour vos bagages », dit-elle en guidant Amélie dans l'allée. Amélie explique à nouveau la situation, sa voix toujours mesurée mais teintée d'urgence. « Cette mallette contient des équipements médicaux pour une chirurgie d'urgence demain matin. Je suis cardiologue et je dois la garder en cabine. » Claire, tout en maintenant son sourire, jette un coup d'œil au compartiment à bagages déjà plein. « Je comprends, mais nous sommes complets aujourd'hui. Votre valise à roulettes peut aller ici, » dit-elle en la plaçant avec aisance dans un compartiment. « Mais pour la mallette, je crains qu'il ne faille l'enregistrer en soute. Nous la traiterons avec soin, je vous le promets. » Amélie sent une vague de panique monter pour la première fois. « Je ne peux pas la mettre en soute, » insiste-t-elle, sa voix plus ferme. Ces instruments sont calibrés spécifiquement pour une procédure cardiaque sur un adolescent de 15 ans. Sa vie en dépend. Sophie, qui suit de près, ajoute « C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, trouvez une solution. » Claire, son sourire se crispant légèrement, répond « Je comprends, mais les règles de l'autorité de l'aviation civile interdisent de ranger des objets sous le siège dans les rangées de sortie, et cette mallette semble trop grande pour être placée ailleurs sans gêner. » Amélie précise immédiatement « Je ne suis pas assise dans une rangée de sortie. » Claire, imperturbable, rétorque « Même ainsi, cette mallette est trop encombrante pour être placée sous le siège sans bloquer les voies d'évacuation en cas d'urgence. Nous retardons le départ. Je dois prendre la mallette maintenant. » Un autre membre d'équipage, François, un homme d'une cinquantaine d'années au port autoritaire, s'approche. Son badge indique qu'il est le chef de cabine. « Y a-t-il un problème ici ?» demande-t-il, son ton tranchant. Claire explique rapidement. Cette passagère refuse d'enregistrer sa deuxième valise, mais nous n'avons plus de place en cabine. François jette un coup d'œil à Amélie, puis à la mallette. « Madame, vous devez remettre cette mallette pour l'enregistrement en soute ou quitter l'avion, » dit-il sans embâge. Nous sommes déjà en retard. Les regards des passagers à proximité pèsent sur Amélie, leur impatience palpable ajoutant à la pression. Elle pense à Lucas, à l'opération qui l'attend, aux innombrables fois où elle a dû défendre sa légitimité dans des salles d'opération ou des conseils hospitaliers. Cette mallette contient des équipements médicaux essentiels, répète-t-elle, sa voix ferme mais polie. Je suis le docteur Amélie Laurent, chef de cardiologie à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Ces instruments sont calibrés pour une chirurgie d'urgence demain matin. François, impassible, répond, docteur ou pas, les règles s'appliquent à tous. Remettez la mallette ou quittez l'avion. L'ultimatum flotte entre eux, lourd de conséquences. Amélie calcule à nouveau. Le prochain vol ne lui laisserait pas assez de temps pour se préparer. Elle n'a pas le choix. À contre-cœur, elle tend la mallette à François. Traitez-la avec le plus grand soin, je vous en supplie. Des vies en dépendent. François prend le sac avec un hochement de tête sec. Nous en prendrons soin, madame. Prenez place. En s'asseyant, Amélie ressent une lourdeur qui n'a rien à voir avec l'anxiété du vol. Sophie, installée à ses côtés, murmure « Ce n'est pas juste, Amélie. Ils n'ont même pas écouté. » Amélie hoche la tête. Mais son esprit est déjà à New York, sur l'opération à venir. Elle boucle sa ceinture, ferme les yeux, et tente de se concentrer sur la procédure qui l'attend. Pourtant, dans la soute de l'avion, sa mallette entame un voyage bien plus tumultueux. Un voyage qui déclenchera une tempête touchant des milliers d'employés et des centaines de millions d'euros. Sous le terminal, dans le dédale des opérations de bagages, Marc, un bagagiste de 50 ans, travaille sous la pression d'un horaire infernal. Après 20 ans à Charles de Gaulle, son corps porte les stigmates de son métier. Un dos douloureux, des épaules qui craquent, des mains cailleuses. Ce soir, des retards causés par une tempête à Londres ont transformé l'aéroport en un chaos organisé. Les bagages enregistrés en dernière minute pour le vol 234 dévalent le toboggan, et Marc soupire devant la charge supplémentaire. Encore des bagages de dernière minute, grogne son collègue Luc, utilisant leur surnom pour les objets que les passagers tentent d'emporter en cabine, malgré les restrictions. Pourquoi les gens ne suivent-ils pas les règles?
Marc attrape une mallette noire qui se distingue par son design structuré, orné d'un caducée et d'une note manuscrite. Équipement médical critique, manipulé avec soin. Dr A. Laurent. Quelque chose dans son apparence suggère une importance au-delà des valises habituelles. Celle-ci est différente, observe Marc, tournant la mallette entre ses mains usées. Ça doit être un kit médical. Luc, occupé à vérifier son manifeste, répond sans lever les yeux. Étiquette pour New York, comme les autres, mets-la sur le chariot. Marc hésite. Son instinct, affûté par des années d'expérience, lui dit que cette mallette n'est pas un bagage ordinaire. Il a vu des médicaments, des souvenirs irremplaçables, des objets de valeur passer entre ses mains, et il a toujours pris soin de les traiter avec respect. « Attends, dit-il à Luc, c'est marqué comme équipement médical critique. » Luc, agacé, rétorque. « Et on a 8 autres vols à charger dans l'heure. Mets-la avec les autres. » Marc fronce les sourcils. « Ça pourrait être vital, Luc. Peut être une question de vie ou de mort. » Luc, fatigué par une double garde, hausse les épaules. Si c'était si important, il ne l'aurait pas mis en soute. Les riches pensent toujours que leurs affaires sont plus précieuses que celles des autres. Avant que Marc puisse répondre, la radio grésille avec la voix de leur superviseur, demandant une mise à jour sur le chargement du vol pour New York. La pression du planning l'emporte sur l'instinct de Marc. Avec un soupir résigné, il place la mallette au sommet du chariot, veillant à ce qu'elle ne soit pas écrasée. C'est le seul acte de soin qu'il peut se permettre dans ce tourbillon d'activité. Alors que le chariot s'éloigne vers l'avion, Marc ne peut s'empêcher de sentir que cette mallette le regarde, comme si elle jugeait son compromis. Ce que Marc ignore, ce que personne impliqué dans le vol 234 ne peut savoir, c'est que cette petite décision, prise sous la pression du chaos de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, atteindra bientôt le bureau de Jacques Dubois, menaçant une relation d'assurance d'1 demi-milliard d'euros. Dans les bureaux d'Air France, à Roissy, Étienne Lefebvre, vice-président de la sécurité des opérations, examine les rapports trimestriels. À 42 ans, Étienne est un cadre prometteur, son esprit analytique ayant accéléré son ascension. Les rapports sur son bureau, une fuite hydraulique à Madrid, une blessure d'un bagagiste à Nice, une altercation à bord d'un vol pour Tokyo, sont routiniers, bien documentés, tous couverts par l'assurance de l'assurance étoile. Rien ne semble perturber l'équilibre qu'il maintient depuis 7 ans. Son téléphone vibre. « Votre réunion de CISA est là », annonce son assistante. C'est Marianne, de l'expérience client. Étienne consulte sa montre, surpris que l'après-midi ait filé si vite. Faites-la entrer. Marianne Dubois, 45 ans, entre avec l'efficacité brusque qui la rend respectée et crainte. Avec 2 décennies dans le service client, elle comprend les plaintes comme peu d'autres. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle sans préambule, posant un dossier sur son bureau. Une plainte déposée ce matin, vol Paris-New York. Une doctoresse affirme que son équipement médical a été endommagé, compromettant une chirurgie. Étienne ouvre le dossier, ses yeux parcourant les mots-clés. Tentative répétée de garder la mallette en cabine refusée. Avertissements explicites sur la sensibilité des instruments. Signe visible de manipulation brutale. Une boule froide se forme dans son estomac. Compromis comment ? Demande-t-il. Marianne répond. Le patient a survécu, heureusement, mais la procédure a été compliquée par des problèmes d'équipement, prolongeant le temps opératoire. La doctoresse attribue cela directement à une mauvaise manipulation de sa mallette. Étienne lit le nom. Dr Amélie Laurent, chef de cardiologie à l'hôpital Necker-Enfants Malades, membre platine d'Air France, voyageant régulièrement pour des conférences médicales. A-t-elle mentionné une action en justice ? Demande-t-il. Pas explicitement, répond Marianne. Mais elle allègue que le personnel l'a ignorée à cause de son origine. Elle est afro-française. Étienne sent la boule dans son estomac se resserrer. En 7 ans, il a développé un instinct pour distinguer les plaintes routinières des crises potentielles. Celle-ci s'annonce comme une tempête. Que dit-elle exactement ? Marianne consulte sa tablette. Elle s'est identifiée comme médecin en route pour une chirurgie d'urgence, a expliqué l'importance de son équipement et a été ignorée par l'agent de porte et l'équipage. Elle note qu'un passager blanc, un photographe, a été autorisé à ranger son équipement dans le placard de première classe, bien qu'assis en économie. Étienne griffonne des notes, sa main se crispant à mesure qu'il mesure les implications. Le département juridique a vu ça ? Pas encore, dit Marianne. Je suis venu vous voir d'abord, car il y a une complexité qui dépasse la procédure standard. Étienne hoche la tête.
son esprit déjà en train d'échafauder un plan. Organiser une enquête complète. Vidéo de la porte, témoignage de l'équipage, registre de manipulation des bagages. Et mettez-moi en contact avec le docteur Laurent. Je veux lui parler personnellement. Alors que Marianne quitte le bureau, Étienne relit la plainte, impressionné par la précision d'Amélie. Ce n'est pas une passagère cherchant à faire du scandale, mais une professionnelle exigeant des comptes. Il appelle son équipe. J'ai besoin des dossiers du personnel de l'équipage du vol 234 Paris-New York, ainsi que leur formation et antécédents d'incidents. Il marque une pause. Non, ce n'est pas encore public, mais c'est potentiellement sérieux. Soyez minutieux. Ce qu'Étienne ignore, c'est que l'enveloppe blanche, sur le bureau de Jacques Dubois, à des kilomètres de là, a déjà commencé à faire trembler les fondations d'une relation d'assurance cruciale. Ce qui semblait être un simple incident de bagage s'apprête à déclencher une cascade de conséquences, révélant des failles systémiques qui menacent non seulement Air France, mais aussi la confiance mutuelle avec son assureur de longue date. À l'hôpital Mount Sinai, sous la lumière crue des néons de la salle de préparation, le docteur Amélie Laurent, encore marqué par la fatigue d'un vol transatlantique, inspecte sa mallette médicale avec une précision méthodique. La nuit précédente, après avoir récupéré ses bagages à l'aéroport JFK, elle avait ouvert la mallette dans sa chambre d'hôtel, le cœur lourd d'appréhension. Le cliquetis inhabituel des instruments, un léger déséquilibre dans leur poids, avait confirmé ses craintes. Plusieurs pièces délicates, calibrées pour une chirurgie cardiaque pédiatrique, étaient endommagées. Malgré des heures passées à tenter de les réajuster avec les outils limités à sa disposition, certains instruments nécessitaient un recalibrage en laboratoire, une option impossible à New York, à quelques heures de l'opération. À 5h30 du matin, dans la salle silencieuse, elle arrange ses outils de secours, ceux qu'elle transporte toujours en cas d'urgence, mais qui ne sont pas optimisés pour la procédure complexe prévue pour Lucas Dupont, un adolescent de 15 ans. Elle soupire, refoulant l'amertume qui menace de la distraire. Chaque seconde compte, et Lucas, dont l'état cardiaque fragile ne tolère aucun retard, repose sur sa capacité à s'adapter. Le docteur Isabelle Moreau, chef de chirurgie pédiatrique à Mount Sinai, entre dans la salle, 2 gobelets de café à la main. À 60 ans, Isabelle, avec ses cheveux poivre et celles tirées en un chignon impeccable, dégage une autorité naturelle, fruit de décennies à naviguer dans un monde médical souvent hostile aux femmes. « Tu vas en avoir besoin », dit-elle en tendant un gobelet à Amélie, un sourire complice éclairant son visage. Problème d'équipement? Elle remarque l'arrangement inhabituel des instruments, loin des outils de précision qu'Amélie utilise habituellement. Amélie, en enfilant sa blouse, explique l'incident avec Air France, sa voix mesurée mais teintée de frustration. Ils ont insisté pour mettre ma mallette en soute, malgré mes avertissements. Résultat, plusieurs instruments sont inutilisables. Je vais devoir improviser avec des techniques traditionnelles. Isabelle fronce les sourcils, posant son café sur une table roulante. Tu veux reporter l'opération? Amélie secoue la tête, son regard fixé sur les instruments. Lucas est prêt, mentalement et physiquement. J'ai déjà effectué ce type de chirurgie sans mes outils spécialisés. Ce sera plus long, plus risqué, mais faisable. Isabelle, qui a elle-même affronté des obstacles en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes, perçoit une nuance dans le ton d'Amélie. « Parle-moi de l'incident », dit-elle en s'asseyant. « Ce n'est pas juste une question de bagage, n'est-ce pas ?» Amélie, tout en stérilisant ses gants, relate les détails. L'attitude désinvolte de Pierre Martin à la porte d'embarquement, l'insistance de Claire Dubois à bord, l'ultimatum de François, le chef de cabine. J'ai expliqué que j'étais cardiologue, que la mallette contenait des équipements vitaux pour un enfant. Ils m'ont regardé comme si j'exagérais, comme si ma parole n'avait pas de poids. Isabelle hoche la tête, comprenant immédiatement. Tu penses qu'il t'aurait écouté davantage si tu avais été différente? Amélie hausse les épaules, un geste qui trahit des années à encaisser ce genre de traitement. Peut être. J'ai vu un passager blanc, un photographe, garder son équipement en cabine, sans discussion. Moi, j'ai dû me battre pour être entendu, et j'ai perdu. Isabelle pose une main réconfortante sur son bras. Tu devrais porter plainte, Amélie, pas seulement pour les dégâts, mais pour leur attitude. C'est inacceptable. Dans la salle d'opération, l'équipe s'active avec une efficacité silencieuse. Lucas, sous anesthésie, repose sur la table, son cœur fragile, surveillé par des moniteurs. Sophie, l'infirmière qui a accompagné Amélie depuis Paris, ajuste les écrans, son regard trahissant une colère contenue. « Ils auraient dû t'écouter », murmure-t-elle à Amélie pendant une pause. Ce n'était pas juste une valise, c'était la vie de ce garçon. Amélie,
concentrée sur la première incision, répond sans lever les yeux. Concentre-toi, Sophie. On en parlera plus tard. Mais dans son esprit, l'incident avec Air France continue de tourner, une distraction qu'elle repousse avec discipline. La chirurgie, bien que plus longue à cause des instruments inadéquats, progresse avec une précision remarquable. Isabelle, qui assiste Amélie, admire sa capacité à s'adapter sous pression. Après 5 heures, la valve aortique de Lucas est réparée, et les moniteurs confirment un rythme cardiaque stable. Les parents de Lucas, Claire et Thomas, attendent dans une salle à côté, leur anxiété palpable. Quand Amélie sort pour leur annoncer le succès de l'opération, leurs larmes de soulagement la récompensent, mais ne dissipent pas entièrement la frustration qui la ronge. À Paris, dans les bureaux d'Air France à Roissy, Étienne Lefebvre, vice-président de la sécurité des opérations, examine un rapport d'incident qui vient d'atterrir sur son bureau. À 42 ans, Étienne est un homme méthodique, son bureau impeccablement rangé, reflétant son esprit analytique. Le rapport, envoyé par Marianne Dubois du service client, détaille la plainte d'Amélie. Endommagement d'équipements médicaux critiques, refus d'écouter les avertissements d'une passagère médecin, allégation de traitement discriminatoire. Étienne lit les mots avec une attention croissante, son instinct lui signalant un problème plus grave qu'un simple bagage mal manipulé. Il convoque Marianne immédiatement. « Dites-moi tout », demande-t-il lorsqu'elle entre, son ton direct mais calme. « Quelle est l'ampleur de ce problème ?» Marianne, avec son efficacité habituelle, pose une tablette sur le bureau. La plaignante est le docteur Amélie Laurent, chef de cardiologie à Necker Enfants Malades, membre platine d'Air France. Elle voyageait pour une chirurgie d'urgence à New York. Sa mallette médicale a été forcée en soute. Malgré ses objections répétées, les instruments ont été endommagés, compliquant une opération pédiatrique. Étienne fronce les sourcils. « Le patient ? Il a survécu ?» répond Marianne. Mais la procédure a été prolongée à cause des dommages, augmentant les risques. Elle ne demande pas seulement une compensation pour les instruments, mais aussi une enquête sur le traitement qu'elle a reçu. Elle mentionne un possible biais lié à son origine afro-française. Étienne sent une boule se former dans son estomac. Une plainte pour discrimination, même implicite, peut transformer un incident isolé en crise publique. Il parcourt les détails. Pierre Martin, l'agent de porte, a 22 ans, récemment formé. Claire Dubois, l'hôtesse, est expérimentée mais connue pour son strict respect des règles. François, le chef de cabine, a un dossier impeccable. A-t-on les vidéos de la porte d'embarquement, demande-t-il. Marianne acquiesce. Elles sont en cours d'analyse. Mais il y a autre chose. Selon le registre des bagages, la mallette était marquée comme fragile, mais elle a été traitée comme un bagage standard. Étienne se tourne vers son ordinateur et accède au système de suivi des bagages. Il découvre un détail troublant. L'incident n'a pas été signalé à l'assurance étoile dans les 48 heures prévues par le contrat d'assurance, une violation potentiellement coûteuse. En creusant, il trouve 15 autres cas similaires au cours des 3 dernières années, des plaintes de passagers dont les objets fragiles ou critiques ont été mal manipulés sans notification appropriée à l'assureur. « Comment avons-nous manqué ça ?» murmure-t-il, plus pour lui-même que pour Marianne. « Pression opérationnelle », répond-elle. Les équipes au sol sont débordées, et les rapports passent souvent à la trappe. Nampo, dans les entrailles de l'aéroport Charles de Gaulle, Marc, le bagagiste de 50 ans, termine un autre quart de travail épuisant. Ses mains cailleuses portent les marques de 2 décennies à manipuler des bagages sous des horaires infernaux. La nuit de l'incident, il avait remarqué la mallette d'Amélie, sa note manuscrite, équipement médical critique, manipulé avec soin, lui avait donné une pause. Il avait voulu la mettre de côté. Mais Luc, son collègue, pressé par un retard causé par une tempête à Londres, avait balayé ses inquiétudes. « C'est juste un autre bagage, Marc. On n'a pas le temps. » Sous la pression, Marc avait cédé, plaçant la mallette au sommet du chariot pour minimiser les risques, un petit acte de soin dans un système qui en offrait peu. Maintenant, en apprenant qu'une plainte a été déposée, il sent une culpabilité diffuse, même s'il sait qu'il n'était qu'un rouage dans une machine bien plus grande. Étienne, de retour dans son bureau, organise une réunion d'urgence avec son équipe. Je veux tout, vidéo, registre, témoignage de l'équipage et une analyse des 15 autres incidents similaires. Si l'assurance étoile découvre que nous avons violé les termes du contrat, nous risquons une réévaluation complète de notre couverture. Il marque une pause, puis ajoute « et contactez le docteur Laurent. Je veux lui parler directement. » À New York, Amélie, encore en blouse dans une salle de repos, rédige sa plainte officielle sur son ordinateur portable. Sophie, assise à côté, relit le texte.
Tu es sûr de vouloir mentionner la discrimination? Demande-t-elle. Ça pourrait compliquer les choses. Amélie hoche la tête. Ce n'est pas juste pour moi, Sophie, c'est pour tous ceux qui se retrouvent ignorés à cause de qui ils sont. Si je ne dis rien, rien ne changera. Isabelle, qui entre, à ce moment, approuve. Tu as raison, ce genre de comportement ne disparaît pas tout seul. Force-les à regarder leurs erreurs en face. À Paris, Jacques Dubois, chez l'Assurance Étoile, ouvre l'enveloppe blanche. Les mots d'Amélie, précis et accablants, le frappent comme une gifle. La plainte détaille non seulement les dommages matériels, mais aussi une violation systémique. Air France a omis de signaler l'incident dans les délais contractuels. Jacques, habitué à gérer des crises, reconnaît immédiatement l'ampleur du problème. Une seule plainte, bien formulée, peut déclencher un audit complet, menaçant une relation de 500 millions d'euros. Il appelle son équipe juridique. Préparer une analyse des antécédents d'Air France. Si ce n'est pas un incident isolé, nous devrons envisager des mesures draconiennes. Alors qu'Amélie termine sa plainte, qu'Étienne mobilise ses équipes et que Jacques prépare un audit, l'incident de la mallette devient bien plus qu'une erreur opérationnelle. Il s'agit d'un catalyseur, une fissure dans un système qui, sous la pression du profit et de l'efficacité, a oublié l'importance de l'écoute et du respect. Ce qui a commencé comme un différend à une porte d'embarquement s'apprête à ébranler des institutions, forçant chacun à affronter des vérités inconfortables. Un an après l'incident qui avait ébranlé sa confiance dans les institutions, le docteur Amélie Laurent se tient à nouveau dans le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle, sa mallette médicale noire serrée contre elle comme un bouclier. Le brouhaha des voyageurs, le claquement des valises à roulettes et les annonces nasillardes du haut-parleur forment une symphonie familière. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Elle se dirige vers Tokyo pour une conférence internationale sur les innovations en cardiologie pédiatrique, où elle présentera une technique révolutionnaire qu'elle a développée, inspirée par les défis rencontrés lors de l'opération de Lucas Dupont à New York. Les souvenirs de ce vol chaotique refont surface. L'urgence de rejoindre l'hôpital Mount Sinai, l'indifférence de Pierre Martin à la porte d'embarquement, l'insistance de Claire Dubois à bord et l'autorité implacable de François, le chef de cabine, qui avait forcé sa mallette en soute. Ces moments, marqués par une frustration mêlée d'impuissance, avaient laissé une cicatrice, mais ils avaient aussi semé les graines d'un changement profond. Alors que l'annonce du vol Air France 292 pour Tokyo résonne, Amélie sent une étrange légèreté. À la porte d'embarquement, un jeune agent, Julien, 25 ans, au sourire franc et au badge impeccablement épinglé, l'accueille avec une chaleur inattendue. « Docteur Laurent ?» demande-t-il, consultant son écran avec une attention qui contraste avec l'indifférence d'il y a un an. « Nous avons reçu une note concernant votre mallette médicale. Elle sera placée en cabine, dans un compartiment sécurisé. Suivez-moi. » « Je m'en occupe personnellement. » Amélie, surprise par cette sollicitude, hoche la tête, un mélange de méfiance et d'espoir la traversant. Julien, formé au nouveau protocole d'Air France instauré à la suite de sa plainte, manipule la mallette avec une précaution presque cérémonielle, la plaçant dans un espace réservé en première classe, bien qu'Amélie voyage en classe affaires. Ce geste, si simple en apparence, est une preuve tangible des réformes qu'elle a contribué à déclencher. Elle observe Julien, son efficacité teintée de respect, et se demande combien d'autres agents comme lui ont été transformés par les événements de l'année passée. En s'éloignant de la porte, elle remarque une pancarte discrète près du comptoir. Air France s'engage à protéger vos objets précieux. Signalez tout équipement médical ou critique à notre personnel. Ces mots, banals pour beaucoup, sont pour Amélie une victoire silencieuse, un écho de sa lutte pour être entendue. Un an plus tôt, la plainte d'Amélie avait déclenché une tempête institutionnelle. À Paris, Jacques Dubois, directeur des risques chez l'Assurance Étoile, avait ouvert l'enveloppe blanche contenant son rapport avec une gravité inhabituelle. Assis dans son bureau du 16e arrondissement, entouré de meubles en acajou et de gravures anciennes, il avait lu les mots d'Amélie, précis et accablants, qui décrivaient non seulement l'endommagement de ses instruments médicaux, mais aussi une attitude discriminatoire de la part du personnel d'Air France. La violation des délais de notification à l'assureur, révélée par cet incident, n'était pas un cas isolé. L'audit qu'il avait ordonné avait mis au jour 15 autres plaintes similaires sur 3 ans, des bagages fragiles ou critiques mal manipulés, des rapports omis, des passagers ignorés. Pour Jacques, dont la carrière reposait sur l'évaluation des risques, cette découverte était une trahison de la confiance mutuelle qui sous-tendait un contrat d'assurance de 500 millions d'euros avec Air France. Lors d'une réunion tendue dans son bureau, il avait confronté Étienne Lefebvre,
vice-président de la sécurité des opérations chez Air France. Étienne, avait-il déclaré, son ton glacial, votre entreprise a violé à plusieurs reprises les termes de notre contrat. Si nous ne voyons pas de réformes immédiates, nous envisagerons une résiliation. Étienne, à 42 ans, était un homme habitué à gérer des crises avec calme, mais la menace de Jacques l'avait ébranlé. Une résiliation du contrat avec l'assurance Étoile plongerait Air France dans une position financière précaire, avec des primes d'assurance qui grimperaient en flèche auprès d'un nouvel assureur. « Donnez-nous 6 mois », avait-il répondu, sa voix ferme malgré la sueur qui perlait sur son front. « Nous mettrons en place des changements systémiques. » Jacques, impassible, avait imposé une période probatoire draconienne. Air France devait réviser ses protocoles de manipulation des bagages, former son personnel à la sensibilisation aux biais et soumettre des rapports hebdomadaires sur tout incident impliquant des objets critiques. Toute nouvelle violation entraînerait une résiliation immédiate. Étienne, conscient de l'ampleur de la tâche, avait mobilisé une équipe multidisciplinaire, incluant des experts en opération, des formateurs en diversité et, de manière inattendue, Amélie elle-même, invitée à titre de consultante pour conseiller sur la gestion des équipements médicaux. Lors d'une réunion à Roissy, dans une salle de conférence aux baies vitrées donnant sur les pistes, Amélie, initialement sceptique, avait été surprise par l'engagement d'Étienne. « Docteur Laurent, avait-il dit, ses yeux rencontrant les siens avec une sincérité rare, nous ne voulons pas seulement corriger cet incident. Nous voulons transformer la manière dont nous fonctionnons, pour que personne ne vive ce que vous avez vécu. » Amélie, habituée à des excuses superficielles, avait écouté avec attention. Elle avait partagé son expertise, proposant des protocoles précis, identification des bagages médicaux dès l'enregistrement, étiquettes spécifiques et placement obligatoire en cabine pour les équipements critiques. Elle avait également insisté sur la formation du personnel, non seulement sur les règles, mais sur l'importance d'écouter les passagers, surtout ceux dont la voix est trop souvent ignorée. Ce n'est pas seulement une question de procédure, avait-elle expliqué, c'est une question de respect. Quand un médecin vous dit qu'un bagage contient des outils vitaux, il faut l'écouter, pas le mettre en doute. À New York, l'opération de Lucas Dupont avait été un tournant pour Amélie. Bien que couronnée de succès, la chirurgie, prolongée par l'utilisation d'instruments inadéquats, lui avait fait prendre conscience des limites des techniques traditionnelles dans des cas complexes. De retour à Paris, elle avait consacré des mois à développer une nouvelle méthode, utilisant des instruments moins dépendants de calibrage spécifique, une innovation qui réduisait les risques en cas de défaillance d'équipement. Cette technique, qu'elle présenterait à Tokyo, était née d'un mélange de nécessité et de détermination, un legs indirect de l'incident d'Air France. Lucas, désormais rétabli, lui avait envoyé une lettre manuscrite, un geste rare dans un monde dominé par les écrans. « Merci, docteur Laurent », écrivait-il, sa calligraphie soignée trahissant l'effort d'un adolescent. « Vous m'avez donné une seconde chance. Je veux devenir médecin, comme vous. » Cette lettre, encadrée dans son bureau à l'hôpital Necker-Enfants Malades, était devenue un talisman, un rappel de ce qui l'avait poussé à persévérer, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui dépendaient de son expertise. À Charles de Gaulle, Marc, le bagagiste qui avait manipulé la mallette d'Amélie 1 an plus tôt, avait été transformé par les réformes. À 50 ans, avec un dos douloureux et des mains cailleuses marquées par 2 décennies de travail, il avait initialement abordé les nouvelles formations avec un mélange de fatigue et de cynisme, habitué à des initiatives qui s'essoufflaient rapidement. Mais une session, animée par un consultant en diversité, avait changé sa perspective. Un témoignage vidéo d'Amélie, décrivant l'impact de l'incident sur l'opération de Lucas, avait frappé Marc comme un coup de poing. Il avait reconnu la mallette noire, la note manuscrite, équipement médical critique, manipulé avec soin, et son propre compromis sous la pression de son collègue Luc. « J'aurais dû insister », avait-il murmuré à un collègue après la session, ses yeux fixés sur le sol. « J'ai cru que c'était juste une valise de plus. » Les nouveaux protocoles, plus stricts, exigeaient que tout bagage marqué comme médical soit signalé à un superviseur et placé dans un conteneur sécurisé. Marc, désormais chargé de former les nouveaux bagagistes, s'assurait que chaque membre de son équipe comprenait l'impact de leurs actions. « Une valise, ce n'est pas juste une valise, » répétait-il, sa voix rauque mais ferme. « Ça peut être une vie. » Julien, l'agent qui accueille Amélie aujourd'hui, incarne cette nouvelle ère. Formé récemment, il fait partie d'une génération d'employés sensibilisés non seulement aux règles, mais à l'importance de l'empathie. Lorsqu'il voit le nom d'Amélie sur la liste des passagers, il reconnaît immédiatement son importance. « C'est la doctoresse de l'incident de New York », murmure-t-il à une collègue, une note de respect dans la voix. Sa plainte a tout changé. En plaçant la mallette dans un compartiment sécurisé,
Julien ressent une fierté discrète, comme s'il contribuait, à sa petite échelle, à réparer une injustice. Il pense à la formation où un formateur avait insisté, chaque passager a une histoire. Votre rôle est de l'écouter, pas de l'ignorer. Pour Julien, ce n'est pas seulement une règle, mais une mission. À bord de l'Airbus A350, Amélie s'installe dans son siège, sa mallette soigneusement rangée au-dessus d'elle. Une hôtesse, Élodie, une jeune femme aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, s'approche avec un sourire chaleureux. Docteur Laurent, tout est en ordre avec votre mallette. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le vol, faites-le moi savoir. Amélie, surprise par cette attention, répond avec un sourire. Merci, Élodie. C'est très apprécié. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent respectée. Non pas comme une passagère anonyme, mais comme une professionnelle dont le travail compte. En bouclant sa ceinture, elle jette un regard par le hublot, les lumières de l'aéroport scintillant dans la nuit. Une pensée la traverse. Ce n'est pas seulement sa mallette qui est protégée aujourd'hui, mais la dignité de tous ceux qui, comme elle, ont dû se battre pour être entendus. À Tokyo, la conférence est un triomphe. Dans une salle de l'université de Keio, Amélie présente sa nouvelle technique devant un public de cardiologues du monde entier. Les diapositives projetées montrent des schémas précis, des données cliniques et une vidéo simulée de la procédure. Les applaudissements nourris qui suivent sa présentation résonnent comme une validation de son travail, mais aussi de sa résilience. Lors d'une pause, le docteur Tanaka, une professeure japonaise respectée, l'approche. « Votre approche est révolutionnaire, docteur Laurent, dit-elle, ses yeux brillants d'admiration. Comment avez-vous trouvé l'inspiration ?» Amélie hésite, puis sourit, une pointe d'ironie dans la voix. « Un vol difficile et une mallette abîmée, répond-elle. Parfois, les obstacles nous poussent à innover. » Tanaka rit, intrigué, et Amélie lui raconte brièvement l'incident, sans amertume, mais avec la fierté de celle qui a transformé une injustice en progrès. À Paris, Jacques et Étienne se retrouvent dans une salle de réunion de l'Assurance Étoile, baignés par la lumière douce d'un après-midi parisien. La période probatoire touche à sa fin, et les rapports hebdomadaires d'Air France montrent des résultats impressionnants. Aucun incident de manipulation incorrecte signalé depuis 6 mois, une baisse de 40% des plaintes liées à des biais, et une satisfaction client en hausse. Jacques, toujours prudent, feuillette le dernier rapport, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Vous avez fait du bon travail, Étienne », concède-t-il. Son ton adouci par une rare pointe d'admiration. « Mais ce n'est pas fini. Nous surveillerons de près. » Étienne, soulagé mais conscient des enjeux, acquiesce. « Nous avons appris de nos erreurs. Le docteur Laurent nous a forcés à regarder en face ce que nous ignorions. Sans elle, nous serions encore aveugles. » Dans l'avion pour Tokyo, Amélie regarde les nuages s'effilocher sous l'aile de l'Airbus, une mer de blanc cotonneux s'étendant à l'infini. Elle pense à Lucas, à sa lettre encadrée, à la mallette protégée au-dessus d'elle. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle, un refus d'écoute, une mallette malmenée, s'était transformé en une victoire systémique. Air France, sous la pression de sa plainte et de l'audit de l'Assurance Étoile, avait réformé ses pratiques. Les formations contre les biais, les protocoles pour les équipements médicaux, l'attention de Julien, la courtoisie d'Élodie, tout cela était le fruit de son insistance à ne pas se taire. Mais pour Amélie, la vraie récompense n'était pas les excuses d'Étienne, reçues par lettre des mois plus tôt, ni même la reconnaissance internationale pour sa nouvelle technique. C'était la certitude que d'autres médecins, d'autres passagers, ne subiraient pas le même traitement qu'elle. En défiant un système, elle avait contribué à le transformer, prouvant que l'exigence de responsabilité, même face à des géants comme Air France, pouvait redonner du sens à la dignité humaine. Alors que l'avion entame sa descente vers Tokyo, Amélie ferme les yeux, un sourire discret aux lèvres, porté par la conviction que son combat, aussi personnel soit-il, avait laissé une empreinte durable. L'histoire du docteur Amélie Laurent dans l'enveloppe blanche et le scandale d'Air France n'est pas seulement un récit captivant d'un incident aérien ayant des répercussions majeures, elle est une parabole moderne sur la responsabilité, la résilience et le pouvoir de l'action individuelle face au système défaillant, à travers le prisme de la culture française, où les valeurs de justice, de respect et de responsabilité sociale occupent une place centrale. Cette histoire résonne profondément, offrant des leçons universelles qui peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. En tant que Français, nous sommes souvent guidés par un sens aigu de l'équité et une croyance en la capacité de l'individu à provoquer le changement, même dans des institutions puissantes. Cette réflexion explore les émotions suscitées par l'histoire d'Amélie et les enseignements qu'elle nous offre, tout en proposant des moyens concrets d'appliquer ces leçons dans nos propres vies. L'histoire d'Amélie Laurent touche une corde sensible,
car elle incarne une lutte universelle, celle de faire entendre sa voix face à l'indifférence ou à l'injustice. En tant que femme noire et médecin dans un domaine dominé par d'autres profils, Amélie doit naviguer dans un monde où son expertise est parfois mise en doute avant même qu'elle ait l'occasion de la démontrer. Cette réalité, bien que spécifique à son expérience, est universelle dans son essence. Qui n'a jamais ressenti cette frustration d'être ignoré, que ce soit au travail, dans une interaction sociale ou face à une bureaucratie rigide? En France, où l'égalité est une valeur cardinale de la République, l'indifférence du personnel d'Air France envers Amélie évoque un sentiment de trahison. Nous nous attendons à ce que les institutions, qu'il s'agisse d'une compagnie aérienne ou d'un hôpital, respectent la dignité de chacun, et l'échec d'Air France à le faire dans cette histoire suscite une indignation légitime. L'émotion la plus frappante dans cette histoire peut être le mélange de frustration et de détermination qui anime Amélie. Lorsqu'elle est forcée de remettre sa mallette médicale en soute, malgré ses avertissements répétés sur son importance pour une chirurgie vitale, on ressent son impuissance face à un système inflexible. Pourtant, cette impuissance ne la définit pas. Au contraire, elle canalise sa frustration en une action décisive. Une plainte formelle qui déclenche une réforme systémique. Ce passage de la colère à l'action est profondément inspirant. En France, où les manifestations et les pétitions sont des traditions ancrées dans la culture citoyenne, l'histoire d'Amélie rappelle que l'indignation, lorsqu'elle est canalisée de manière constructive, peut transformer les institutions. Elle nous pousse à réfléchir. Combien de fois avons-nous laissé notre frustration s'évanouir dans le silence, par peur ou par fatigue? Amélie nous montre qu'agir, même face à un géant comme Air France, est non seulement possible, mais nécessaire. L'histoire d'Amélie offre plusieurs leçons qui peuvent être appliquées dans nos vies, que ce soit dans nos interactions personnelles, professionnelles ou citoyennes. La première leçon est celle de la persévérance face à l'adversité. Amélie aurait pu accepter l'incident comme un simple désagrément, un de plus dans une carrière marquée par des obstacles, mais elle choisit de ne pas se taire. Cette décision reflète une valeur française fondamentale, le courage de défendre ses droits. Dans nos propres vies, cela nous invite à ne pas baisser les bras face aux injustices, qu'il s'agisse d'un collègue qui ignore nos idées, d'un service client qui refuse de nous écouter, ou d'une institution qui manque à ses obligations. Comme Amélie, nous pouvons transformer notre frustration en action, que ce soit en rédigeant une réclamation, en mobilisant une communauté, ou en demandant des comptes à ceux qui ont le pouvoir. La deuxième leçon concerne l'importance de l'écoute. L'incident d'Air France aurait pu être évité si Pierre, Claire ou François avaient pris le temps d'écouter Amélie. Leur refus, motivé par la pression des règles ou des horaires, révèle un manque d'empathie qui a des conséquences graves. En France, où la conversation et le débat sont des piliers de la vie sociale, cette leçon résonne particulièrement. Combien de conflits pourraient être résolus si nous prenions le temps d'écouter véritablement les autres, surtout ceux dont la voix est souvent marginalisée? Cette histoire nous pousse à cultiver une écoute active dans nos interactions quotidiennes. Que ce soit avec un collègue, un ami ou un inconnu. Écouter, c'est reconnaître la dignité de l'autre, une valeur essentielle dans une société qui prône la fraternité. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir de l'action collective. La plainte d'Amélie, bien qu'individuelle, a eu des répercussions systémiques, forçant Air France à réformer ses pratiques et l'assurance étoile à renforcer ses exigences. Cela reflète une autre facette de la culture française, la conviction que le changement social passe par l'engagement collectif. Que ce soit à travers les syndicats, les associations ou les mouvements citoyens, les Français savent que l'union fait la force. Pour nous, cela signifie que nos actions, même petites, peuvent contribuer à un changement plus large. Participer à une réunion communautaire, signer une pétition ou simplement partager une histoire, comme celle d'Amélie, peut amplifier l'impact d'une cause juste. Pour intégrer ces leçons dans nos vies, nous pouvons adopter plusieurs pratiques inspirées par Amélie. Tout d'abord, apprenons à défendre nos droits avec calme et détermination. Comme Amélie, qui a rédigé une plainte précise et factuelle, nous pouvons utiliser des outils comme les lettres formelles, les emails professionnels ou les plateformes de médiation pour faire entendre nos préoccupations. Par exemple, face à un service défaillant, au lieu de céder à la frustration, rédigez une réclamation claire, en vous appuyant sur des faits, comme Amélie l'a fait avec Air France. Ensuite, cultivons l'écoute active. Dans nos interactions, prenons le temps de comprendre les besoins des autres, surtout ceux qui sont souvent ignorés. Cela peut être aussi simple que d'écouter un collègue qui se sent marginalisé lors d'une réunion ou de prêter attention à un client qui semble en détresse. En tant que Français, nous valorisons le dialogue. Faisons-en un outil pour bâtir des relations plus justes et empathiques. Enfin, engageons-nous dans des actions collectives. Rejoignez une association locale,
participez à une initiative communautaire ou soutenez une cause qui vous tient à cœur. L'histoire d'Amélie montre que même une seule voix peut déclencher un changement systémique si elle est amplifiée par d'autres. Par exemple, partager une histoire inspirante sur les réseaux sociaux ou organiser un débat dans votre entourage peut contribuer à sensibiliser et à mobiliser. L'histoire d'Amélie Laurent est un rappel puissant que les obstacles, aussi douloureux soient-ils, peuvent devenir des opportunités de croissance et de changement. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour la justice, des révolutionnaires de 1789 au mouvement socio-moderne, cette histoire s'inscrit dans une tradition d'exigence de responsabilité. Elle nous inspire à ne pas accepter l'injustice passivement, mais à agir avec courage, à écouter avec empathie et à collaborer pour un monde plus équitable. Amélie, par son refus de se taire, a transformé une injustice personnelle en une victoire collective, prouvant que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la construction d'un monde plus juste, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier son message, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Comment l'histoire d'Amélie vous a-t-elle inspiré? Quelles actions prenez-vous pour faire entendre votre voix ou écouter celle des autres? Ensemble, continuons à bâtir une communauté engagée pour la justice et le respect. Merci de nous rejoindre dans cette aventure.